on construit la ville sur la ville. On parie sur l'avenir finalement. Acheter au bon endroit, au bon prix. Le défi, il est déjà financier, qu'on soit clair. La performance énergétique des logements est un élément incontournable à prendre en compte dans son investissement. Pour le locataire, c'est mieux, il aura moins de charges. Pour le propriétaire, c'est mieux, il aura moins de charges. Est-ce que ce projet-là, je le revendrai facilement? Quand il va devoir revendre son logement qui n'est pas forcément à la bonne classe, il va avoir toutes les peines du monde pour le réhabiliter dans son propre logement. Bonjour à tous et bienvenue dans 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts du secteur afin d'échanger avec eux sur leurs compétences et leur domaine d'expertise et pour pouvoir échanger aussi sur leur vision de l'immobilier. Durant ces émissions, nous traitons de sujets comme l'achat et la vente de biens immobiliers, la location, les défis juridiques, mais également les considérations environnementales et bien plus encore. Afin de ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Aujourd'hui, pour cet épisode, je serai accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Maximilien. Alors, tu es directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Est-ce que tu peux la présenter, s'il te Oui, plaît ? Maslow.imo, c'est une solution destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Une solution globale, on peut réserver, financer et gérer son bien depuis son canapé via notre site internet maslow.imo. Une solution éclairée, puisque vous êtes accompagné par des experts qui peuvent suivre toute votre démarche pour l'investissement locatif. Et puis une solution aussi sécurisée, puisqu'on a un algorithme et un score qui score aujourd'hui l'offre immobilière neuve et ancienne récente sur le marché. Merci beaucoup. Nous avons aussi la chance pour cet épisode d'être accompagné de Agnès Villiers. Bonjour Agnès. Alors toi, tu es promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de logements résidences neufs et réhabilités. Est-ce que tu peux expliquer rapidement du coup quel est ton domaine et ta spécialité ? Voilà, Promessence est donc un promoteur immobilier dédié au logement. Production de logements neufs, immeubles collectifs neufs, résidences gérées, et puis aussi beaucoup de réhabilitation, puisque c'est au goût du jour aujourd'hui. On construit la ville sur la ville. On reconstruit la ville sur la ville, c'est tendance. Merci. Eh bien, pour ce premier épisode, j'aimerais vous donner encore une fois une donnée. Vous savez sûrement que 85% des Français sont intéressés par les logements classés A, B et C. Mais du coup, Agnès, comment fait-on pour construire des logements aux dernières normes énergétiques ? Vaste sujet. Disons que pour nos programmes en neuf ou en réhabilitation, l'objectif visé, c'est de toute manière le plus près possible des lettres, des premières lettres, puisque l'idéal étant A. Le A, c'est quand même assez complexe, puisque ça veut dire qu'il faut monter des projets avec des énergies renouvelables et surtout maintenir quand même des coûts de travaux pour permettre que les prix de sortie soient abordables. Donc, c'est toujours un équilibre entre est-ce que le client va pouvoir acheter l'appartement au prix où on est censé le réaliser et est-ce qu'on colle au marché. Donc ça, c'est la première chose, c'est le préambule. C'est vraiment cet équilibre économique. Donc pour ça, on est aidé par des bureaux d'études spécialisés avec lesquels on va définir un objectif pour ce programme neuf ou pour ce programme réhabilité. Et on va calculer des variantes par rapport à cela, en sachant que pour le propriétaire acquéreur, qu'il soit investisseur ou propriétaire occupant, son objectif, c'est quoi qu'il advienne, le prix d'acquisition, mais aussi les charges. Donc, ce qui est très intéressant avec les bureaux d'études fluides qui calculent avec nous ceci, on se fait des variantes et on se dit, tiens, ok, là, le prix de logement va être un peu plus cher, mais dans 3 ans, avec les factures d'électricité, avec les factures de gaz, finalement, ça va avoir un effet neutre. On parie sur l'avenir, finalement. Du coup, il y a un amortissement. Oui, après, là aujourd'hui, le pari sur l'avenir, Agnès a raison de le dire. Aujourd'hui, le marché immobilier, il est fait d'une offre et d'une demande. Donc effectivement, si une promotion immobilière ne rencontre pas son public à l'acquisition, le programme ne sort pas, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle d'investisseurs sur Maslow. On sait qu'il y a des échéances. Donc aujourd'hui, la performance énergétique des logements est un élément incontournable à prendre en compte dans son investissement. On sait qu'aujourd'hui, les logements dits énergivores, E, F et G ne seront plus autorisés à la location dans les années qui viennent. Je rappelle que pour la lettre G+, c'est déjà le cas. Pour le F, c'est 2028. Pour le E, c'est 2034. Donc, quand on investit dans l'immobilier, on a un horizon de placement.
Et donc aujourd'hui, il faut au moins investir sur A, B, C, D maximum si on ne veut pas avoir de soucis. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, Agnès, elle fait de la promotion, donc elle construit des logements neufs. Donc là, c'est entre guillemets plus facile d'être dans les premières lettres parce que les normes énergétiques sont là. Pour ce qui est de la réhabilitation des logements, là, c'est plus difficile. Et effectivement, il peut y avoir des choix de prix de sortie qui peuvent être importants. Et nous, on est là aussi pour guider l'investisseur sur acheter au bon endroit, au bon prix. Donc, c'est indispensable. Et puis après, c'est à la carte aussi. C'est-à-dire que quand on fait du neuf, on va déterminer avec l'architecte l'orientation du bâtiment. On va déterminer la taille des logements, les orientations. Est-ce qu'on fait du mono-orienté, c'est-à-dire qu'une façade? Est-ce qu'on fait triple orientation? Comment on ventile les logements? Qu'est-ce qu'on va mettre comme... c'est beaucoup plus large comme possibilité. Les choix sont... Parce que tu pars d'une feuille blanche. Voilà, on part d'une feuille blanche, c'est plus simple. En réhabilitation, il y a les contraintes économiques et puis il y a les contraintes, ce qu'on appelle réglementaires et administratives. Quand vous êtes là, par exemple, on réhabilite... dans un centre historique, dans une agglomération proche de Valence, on a des interlocuteurs avec qui on doit discuter, comme les architectes des bâtiments de France. Si on a pris l'option, nous, par exemple, dans cette logique patrimoniale, de se dire, on a le choix à mettre, par exemple, un système de chauffage électrique. Ben, c'est facile, hein, on met une prise, les radiateurs, comme on appelle ça, les grille-pains, ou alors des meilleurs radiateurs. Ça a un certain coût. À côté de ça, nous, on pense l'avenir vis-à-vis de nos propriétaires. On se dit qu'une fois qu'on réhabilite l'immeuble, une fois qu'on a construit les colonnes montantes des parties communes, quand on va livrer l'immeuble à la copropriété, derrière, le client, en 2035 ou 2031, quand il va devoir revendre son logement qui n'est pas forcément à la bonne classe, il va avoir toutes les peines du monde pour le réhabiliter dans son propre logement. Donc là, par exemple, on a pris la décision pour 14 logements réhabilités de mettre une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est 60 000 € de plus que le chauffage classique, ce qu'aurait été du chauffage électrique. On a fait ce choix, on l'explique aux clients, on leur montre que de toute manière, pour le locataire, c'est mieux, il aura moins de charges, pour le propriétaire, c'est mieux, il aura moins de charges. Après, il faut trouver son public. Et du coup, effectivement, par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'avec les bons arguments, on peut montrer que c'est un pari payant sur l'avenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de personnes qui peuvent être réticentes justement à ces investissements en plus, on va dire ces coûts en plus? Alors, réticente sur ces coûts en plus. Moi, je suis promoteur immobilier. Donc, à la base, c'est moi-même qui vais prendre le risque de me dire est-ce que je fais ou pas cette option avec ces bureaux d'études, sur la base des calculs, ce qu'on appelle, on a des modèles mathématiques qui tournent, et puis derrière, on a ce qu'on appelle une ACV, une analyse initiale de ce qui, de l'état des lieux de départ sur les matériaux, enfin, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie, donc de tous les matériaux. On va prendre un choix et on espère que trouver le client par rapport à ça. C'est différent quand on est en effet en réhabilitation pour un, on va dire, particulier, où là, il est confronté à ses propres choix et de se dire, mon bâtiment, moi, il n'y a pas que le DPE final qui compte. L'important, parce que là, on parle de catégorie A, B ou C, c'est la norme environnementale RE 2020, ça tient compte de plein de choses. Et en effet, du coup, ça amène à un bon DPE. Souvent, l'investisseur, il va avoir le réflexe de regarder le prix mètre carré, de regarder le marché et de se dire, tiens, le produit réhabilité aux normes B ou C, finalement, je vais le payer 20% plus cher ou 30% plus cher que ce qui existe sur le marché. Et en fait, ce calcul-là, c'est pas forcément le meilleur. D'une part, dans n'importe quelle ville en France, si je prends un logement de 1980, de 2010 ou de 2020, le prix au mètre carré n'est pas le même. Donc ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand Agnès parle de réhabilitation, on parle bien de remise à neuf. C'est-à-dire que j'ai un bâtiment ancien, tu parles d'architecte de bâtiments de France, donc on voit à quoi ressemble le bâtiment au départ, et elle va livrer un bien dans les standards du neuf. Donc quand on livre un bien dans les standards du neuf, on va le comparer sur le marché, pas à son voisin de 1940, on va quand même être très clair. Et la recherche aujourd'hui des locataires, et quand je suis
investisseur, c'est de me dire je souhaite avoir le moins de turnover locatif possible et que si je mets mon logement sur le marché, il est attrayant pour le locataire. Et ce qui est attrayant aujourd'hui pour le locataire, c'est que la personne maîtrise son budget, donc c'est le loyer et les charges. Voilà, aujourd'hui, quand on livre une résidence neuve ou quand on livre une résidence réhabilitée, les gens qui arrivent dans ce logement sont généralement des gens qui viennent d'autres régions, qui s'installent sur la ville évidemment, mais majoritairement, c'est comme des gens qui sont dans l'ancien et qui vont dans des logements beaucoup plus récents parce que confort de vie et facture énergétique. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui. Mais du coup, par rapport à ces critères, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour atteindre une meilleure performance énergétique, que ce soit en construction ou même en réhabilitation? Le défi, il est déjà financier, qu'on soit clair. Nous, de toute manière, aujourd'hui, on ne peut pas construire sans cette norme RE 2020. Hein. On est censé livrer des bâtiments qui soient conformes à cette règle. Et c'est un devoir de le faire. Au-delà de ces points de vue environnementaux ou pas, on n'y croit pas. Mais de toute manière, on est tous aujourd'hui conscients que c'est hyper important et indispensable. Le tournant est pris. On l'a pris il y a déjà quelques années, je dirais il y a presque plus de 15 ans au niveau du neuf, puisqu'il y a eu des normes qui ont été à l'époque, les bâtiments BBC livrés, puis RT 2012 et puis RT 2012 moins 10%. Donc tout ça, ça a été quand même bien fait. Je pense que le virage de la réhabilitation par rapport aux normes environnementales, il est conscient depuis peu. Et on a conscience qu'il faut le faire et ça nous semble logique. Donc c'est vraiment ce défi financier. Et puis après, clairement, il y a le défi technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bâtiment réhabilité, il y a des choses que vous pouvez faire ou ne pas faire. Quand je veux installer une pompe à chaleur, est-ce que j'ai un local pour la pompe à chaleur ? Parce que la pompe à chaleur, je prends l'exemple de cet immeuble auquel je pense. En contrebas, ça peut être inondable, donc je ne peux pas installer la pompe à chaleur dans un endroit inondable. Je dois la mettre donc dans un local technique ventilé, à un endroit en particulier. Je dois raccorder tous les logements en fonction du bâtiment. S'il est en L, ça devient plus compliqué. Les bâtiments de France vont peut-être me dire que ta pompe à chaleur, tu la mets pas à l'extérieur parce que c'est moche ou parce que ça fait pas de bruit, mais parce que c'est pas très beau, donc on va essayer de la masquer. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. Donc pareil, les isolations extérieures, vous pouvez très bien avoir un architecte conseil du patrimoine ou architecte conseil de la ville qui va vous dire non, moi je veux pas d'isolation comme ça, parce qu'en plus derrière, il y a des pierres, par exemple, autour des fenêtres, et comment garder les pierres autour des fenêtres. Enfin, ça peut être très contraignant. Les tuiles aussi, on va vous demander de conserver les tuiles comme les anciennes tuiles. Oui. Et sauf que les anciennes tuiles, eh bien, vous n'en trouvez plus, ou alors elles sont poreuses, donc elles n'ont pas la même isolation que des nouvelles tuiles qui ressemblent pourtant à des vieilles tuiles. Donc c'est des négociations. On a même parfois des cas où certains nous demandent de garder des vitrages, simples vitrages, pour être comme au bon vieux temps. C'est pas forcément idéal pour ceux qui vont y vivre. Terme d'isolation, c'est sûr. Voilà. Ça veut dire que c'est pas possible à chaque fois. Donc ça, c'est important. Et moi, quand je me mets de l'autre côté, c'est-à-dire dans mon rôle de conseil vis-à-vis de celui qui recherche à faire un investissement locatif, aujourd'hui, souvent, mes collaborateurs sont face à des prospects qui hésitent entre faire de l'immobilier neuf ou de l'ancien. Et nous, la réponse qu'on apporte chez Maslow, c'est de l'immobilier neuf ou de l'ancien récent. C'est-à-dire que 100% de l'offre que nous avons sur le site sera minimum en lettre D. Et parfois, on est en concurrence avec des prospects qui s'interrogent sur le fait « je vais acheter aujourd'hui une passoire énergétique parce que je vais l'acheter moins cher ». Et ils ont raison, c'est vrai, aujourd'hui le marché fait qu'aujourd'hui une lettre E, F, G va s'arbitrer sur le prix et ils vont avoir une réflexion de se dire je vais rénover mon appartement. Donc je vais transformer quelque chose de moche et une passoire énergétique en catalogue suédois. Donc ça c'est super. Mais nous on attire leur attention sur deux sujets. La première chose c'est que rénover les parties privatives ne suffisent pas, que la copropriété va devoir faire un diagnostic de performance énergétique globale, un plan pluriannuel de travaux,
un diagnostic technique général. Donc, de toute façon, ça leur tombera dessus sur l'horizon de placement de l'immobilier. Si on va sur l'ancien, c'est de l'ancien totalement rénové. Et l'ancien totalement rénové, c'est les parties privatives et les parties communes. Et à cette condition-là, j'ai une horizon d'investissement et une sécurité sur mon investissement qui est très claire, c'est-à-dire que j'ai mon loyer, j'ai mon crédit, j'ai mon épargne mensuelle et je suis cool pendant 10 ou 15 ans. Dès que je sors de ces scénarios-là, j'accepte qu'il y ait des surprises. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. C'est j'accepte que mon investissement locatif me demande à un moment donné de remettre la main à la poche pour améliorer la performance énergétique de mon logement ou de ma copropriété. Oui, du coup, c'est une vision soit sûre à long terme, soit c'est un pari, mais qui peut s'avérer quand même payant dans la plupart des cas, j'imagine. Oui, après, comme le disait Agnès, je ne vais pas parler en son nom, mais je pense que tu étudies plein de projets pour ne pas en sortir. On étudie 30 projets pour en sortir un. Tu ne peux pas rénover aujourd'hui 100% des copropriétés et apporter la promesse qu'elle peut avoir. Donc, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à ça, une personne qui voudrait savoir s'il peut rénover ou non, quelles seront, on va dire, les étapes et la durée, déjà pour savoir s'il pourra le faire ou pas? Alors, Peut-être nous disons qu'on on se fixe des calendriers. Je parle en tant que professionnel de l'immobilier. Donc moi, j'ai un calendrier de travaux. Je sais pertinemment que pour un immeuble de construction neuve, il faut que j'ai entre 16 mois de travaux et 24 mois de travaux en fonction de la complexité, si je fais des sous-sols ou pas. C'est plutôt simple. On a un calendrier, on va dire. Bon, après, il y a les entreprises qui viennent, qui sont là au rendez-vous ou pas. les aléas du chantier. Voilà, les aléas de chantier. Après, pour de la réhabilitation, c'est vraiment... ça dépend les tâches. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a besoin de faire des autorisations administratives? Parce que ça aussi, on n'y pense pas. Mais par exemple, le client qui veut réhabiliter son logement, officiellement, il est censé demander, je parle client privatif, hein, il est censé demander une autorisation administrative à la copropriété. Il est aussi alors c'est compliqué parce que normalement vous allez me dire les parties par exemple je pense à un cas, une personne qui a un studio là de logement étudiant, le diagnostic est super mauvais. Elle se pose la question de le vendre ou de pas le vendre, de faire les travaux elle-même. On lui dit de changer les menuiseries extérieures de son logement. Mais ça, c'est une partie, partie extérieure, déclaration de travaux. Ça veut dire que, normalement, il faut faire ces déclarations administratives, il faut le déclarer à la copropriété. Ça serait même à la copropriété de voir à faire dans son ensemble. Est-ce que tous les copropriétaires vont être d'accord ou pas? Donc, il y a des travaux qui vont nécessiter, au-delà d'un problème de temps, il y a un problème de durée pour des accords. Oui, du coup, c'est assez important que les personnes qui aimeraient faire de la réhabilitation soient bien au courant que juste faire un travaux ne sera pas juste une intervention, on va dire, de professionnels, mais également, derrière, ça peut amener à des demandes, c'est important de se renseigner du coup. C'est pour ça qu'il faut être bien entouré, il faut choisir les bons artisans, les bonnes entreprises. En réhabilitation, il y a des certifications comme les labels RGE ou Calibat. Et puis, en effet, se faire entourer par des personnes compétentes. Parce que rénover et rénover au niveau énergétique, il y a quand même une petite différence, quoi. Une grosse différence. J'imagine. Mais d'ailleurs, du coup, comment envisagez-vous l'avenir de la construction immobilière en termes de performance énergétique? Vaste question. C'est on peut dire que le virage, il est pris déjà. C'est ce que j'ai dit. De toute manière, nous, le virage, on l'a pris il y a fort longtemps. Bon, en plus, quand on est acteur de l'art de construire, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même un défi avec les communes. C'est quand même de renouveler la ville, mais la ville de manière pérenne et durable. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je fais un projet, je le pense pas à 5 ans, je le pense pas à 3 ans, je le pense à 25 ans, je le pense à 50 ans. Est-ce que ma résidence va être intégrée au sein de l'environnement dans lequel il se trouve? Est-ce qu'elle va être pérenne pour construire durablement? Au-delà de mon propre vœu pieux aussi de contribuer à ce sujet, à ces sujets environnementaux. Donc, au niveau du neuf,
Et au niveau de l'ancien, je pense que les professionnels de l'immobilier, aujourd'hui, on est confrontés à cela. Après, la vraie problématique, et elle est réelle actuellement, c'est qu'on voit bien que le logement neuf ou le logement réhabilité coûte très cher à construire. Mais quand je dis très cher, c'est très cher. Et qu'il y a un prix auquel, derrière, faut trouver son client. Et le client a énormément de mal aujourd'hui la donne a changé quand même par rapport à... Voilà, il y a un énorme besoin de logement, mais après, encore faut-il pouvoir se payer ces logements. Après, le législateur, il encadre aussi les choses. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il met des contraintes, mais il met aussi des contraintes pour le mieux vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains encouragements fiscaux qui existent pour ceux qui investissent dans l'immobilier neuf. Pour avoir les meilleurs avantages fiscaux, eh bien, on va désormais devoir avoir un extérieur. Donc, sinon, on n'a pas l'encouragement maximum. Donc, le fait d'avoir des terrasses, des loggias, etc., c'est des choses qui sont indispensables. Le fait d'avoir une double exposition sur les logements est aussi quelque chose qui va être pris en compte. Donc, aujourd'hui, le législateur dit aussi, pour le mieux vivre ensemble, je veux des surfaces minimum de logement, je veux de la double exposition et je veux des extérieurs. Donc nous, ça, on va le retrouver dans le score Maslow, puisque chaque appartement est scoré. Il y a une note sur 5, on a la profondeur du marché, la lisibilité sur la tension locative. Mais c'est vrai qu'un logement dans une même copropriété qui a un extérieur, un logement qui n'a pas un extérieur, n'aura pas la même note sur Maslow. Donc ça, c'est déjà quelque chose que l'on prend en compte. Et là aussi, le locataire aujourd'hui recherche aussi ça. Quand je vais revendre mon bien aujourd'hui, est-ce qu'il y a une énorme différence entre j'achète au premier étage et au deuxième étage? La réponse est non. Par contre, j'ai un extérieur, j'ai pas d'extérieur. Oui, c'est quelque chose qui va se retrouver également à la vente. Mais c'est des contraintes supplémentaires qui sont mises aussi aux promoteurs, parce que faire des extérieurs, c'est de la surface utile, mais ce n'est pas de la surface habitable. Agnès parle de prix de sortie. Si je dis, tiens, cette résidence coûte 6 000 € du mètre carré, c'est 6 000 € du mètre carré habitable. Mon extérieur, qui fasse 3, 8, 10 mètres carrés, on ne va pas pouvoir dire ça coûte 6 000 € du mètre carré alors qu'on a des coûts de construction qui sont importants. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont la réalité de notre marché aujourd'hui. Quand la mairie lui dit il faut construire des T3 ou des T4 ou des T5, nous, derrière, il faut aussi qu'on vende un logement. On vende un logement à un T5, c'est pas le même budget et même ticket d'entrée qu'un T2 ou un T3. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on n'est pas toujours capable de faire. D'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir justement là-dessus. Est-ce qu'il est vrai que les DPE sont généralement plus défavorables sur les petites surfaces, style studio T1, que sur les T3, T4? Et oui. Donc, il y a pas mal de choses qui viennent en ligne de compte. C'est qu'une petite surface peut être plus souvent mono-orientée que bi-orientée ou triple orientation. Il peut y avoir une moins bonne ventilation. Que le rapport par rapport à la hauteur à chauffer et les mètres carrés au sol de l'appartement, il y a une différence. Il y a une différence, elle est notable. Voilà, ventilation, les ouvrants, les orientations. C'est surtout ça aussi. La position dans la résidence aussi. Oui. C'est-à-dire si mon appartement a un voisin à gauche, à droite, au-dessus et en dessous, j'aurai un meilleur DPE que si je suis au dernier étage avec un toit terrasse qui n'est pas isolé ou si je suis au rez-de-chaussée plein nord avec pas d'immeuble à côté. Donc dans une copropriété avec des appartements identiques de même surface, on peut avoir des DPE qui sont différents. Voilà. Là aussi sur Maslow.imo, c'est pris en compte puisque dans une même résidence, on peut avoir des DPE différents, même si nous, on se limitera à la lettre D, mais on peut avoir des logements qui ont des DPE différents. Oui, il est important du coup de savoir que la taille et l'emplacement peut jouer quand même pas mal. Oui, souvent les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils disent tel appartement, mon voisin a un DPE D, le mien sera D. La réalité, c'est pas tout à fait ça. Effectivement, l'orientation, les ouvrants et les voisins, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, sont importants dans une copropriété. Merci. Si j'aimerais revenir aussi, tout à l'heure, on parlait beaucoup des contraintes qu'on peut avoir, soit pour la construction ou la réhabilitation, mais est-ce qu'il existe des aides justement pour permettre de faire ces projets? Alors, des aides,
Concernant les particuliers, il y a des aides, bien sûr. Il y a une agence qui s'appelle l'ADEME aujourd'hui, dont le site est très bien fait et où on peut aller chercher pas mal d'informations pour tout ce qui est... Oui, ça résume bien ce qui est possible. Voilà, ce qui est assez clair. Nous concernant, en tant que professionnels de l'immobilier, non, on ne peut pas dire qu'il y a des aides. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre risque professionnel, de se dire à tel endroit, tel public, qu'est-ce que je fais comme type de bâtiment. Donc, c'est vraiment il faut faire une bonne analyse de son marché, bien comprendre ce qui se passe, les attendus, et puis gérer aussi les contraintes de chacun, parce que vous pouvez avoir une ville, des élus qui peuvent aussi être partie prenante de manière importante dans ce que vous allez faire. Donc, c'est du dialogue entre à la fois le réglementaire, le choix des élus, le choix des services administratifs, le choix du promoteur et le marché. Et le marché. Sur les particuliers, effectivement, il y a des aides. L'ADEME, je rejoins Agnès, est un site qui est très bien fait puisque tout le monde a entendu parler de MaPrimeRénov'. Il y a aussi des subventions ANA qui peuvent être possibles. Quand on a des subventions ANA, on a des contraintes vis-à-vis du loyer qui est pratiqué. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles le client investisseur peut aussi se poser des questions. Et puis pour les copropriétés en général aujourd'hui, il y a un diagnostic technique global qui est obligatoire, un DPE et de la copropriété. Là aussi, il y a pas mal d'aides qui sont possibles pour les copropriétaires. Même les départements, les régions. En fonction des départements et des régions, d'ailleurs, il y a des aides qui peuvent être différentes. Mais aujourd'hui, l'audit énergétique des copropriétés est obligatoire pour les copropriétés de plus de 200 lots. Et ça va se réduire dans les années qui viennent jusqu'à toutes les copropriétés vont être concernées. Et voilà, si j'ai un conseil à donner aux copropriétés, c'est de faire les audits énergétiques maintenant pendant qu'il y a des aides, parce que pour l'instant, ça ne concerne que les plus de 200 lots. Mais quand ça va arriver à tout le monde, je ne suis pas certain qu'il y aura toujours autant d'aides pour les copropriétés. Ce serait peut-être intéressant du coup de rappeler aux gens ce qu'est une audit énergétique pour ceux qui ne connaîtraient pas à la limite et qui devraient en faire une. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, déjà aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique, il est obligatoire à la vente et à la location. Donc ça, c'est une obligation. Et le DPE, il est valable 10 ans. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il a changé en 2021. Donc tous ceux qui ont un DPE d'avant 2021, finalement, ils sont... J'ai fait un DP en 2015, il n'est pas valable jusqu'en 2025, il faut le refaire, donc ça c'est le premier point. Ensuite, sur les copropriétés, il y a plusieurs réglementations qui arrivent et qui sont en cours, dont l'audit énergétique, qui est obligatoire sur toutes les copropriétés de plus de 200 logements. Et là, on va dire, voilà, votre copropriété, pour la passer en B, si je résume, voilà les travaux qu'il faudrait faire. Et donc, ça rentre dans un plan pluriannuel de travaux. Là aussi, nous, on attire l'attention de l'investisseur pour lui dire, voilà, mais je vais te poser la question, Maximilien, je te vends mon appartement. Et je te dis, voilà, je te vends mon appartement tel prix. Voilà le diagnostic de performance énergétique. Et puis alors ça, c'est la copropriété. Voilà ce qui risque de te tomber dessus sur les 10 prochaines années. Peut-être que tu vas me dire... t'es gentil, mais la toiture, la rénovation par l'extérieur, etc., moi, ça va me coûter des sous. Du coup, on va rediscuter le prix de vente. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont hyper importants. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier pour faire de l'investissement locatif, c'est évidemment un très bon choix pour développer son patrimoine, pour préparer sa retraite, pour financer les enfants, pour tout simplement, développer son patrimoine. Mais ne pensons pas et arrêtons de penser partie privative. Si vous achetez un appartement, cet appartement, il est dans une ville, il est dans une copropriété. La ville, aujourd'hui, elle a des plafonds de loyer où elle n'en a pas. Elle est en zone tendue ou elle n'est pas en zone tendue. Elle a un marché locatif sur porteur ou pas porteur sur tel ou tel critère. Mais quand vous achetez un appartement, vous l'achetez dans une copropriété. Et arrêtez de penser que si vous faites le plus bel appartement du monde, ça suffira à la sérénité de votre investissement. Et c'est malheureusement ce que je constate souvent lorsqu'on échange avec des candidats investisseurs. Oui, ça reste l'idée générale qui a la vie un peu tenace, du coup. Mais oui, il y a rénovation et rénovation énergétique. Oui, le programme dont tu parlais dans l'agglomération de Valence, si on prend un seul appartement et qu'on le rénove énergétiquement et qu'on en fait... Je ne peux pas faire ce que je fais, voilà. Clairement. C'est aussi simple que ça. Clairement. Mais d'ailleurs, on va peut-être revenir aussi sur tu l'as évoqué en début de podcast,
Les professionnels sont importants, du coup, pour que ce soit la construction, la réhabilitation. Tu avais parlé aussi de label Qualibat. Est-ce que tu peux un peu plus exposer, du coup, comment bien choisir ces artisans, on va dire, et ces professionnels, et les labels de qualité qui existent? Alors, disons que ce soit pour de la réhabilitation ou je parle, oui, que ce soit réhabilitation ou neuf, le promoteur immobilier va partir sur des labels. Il y a une note de label AFNOR dans le bâtiment, je sais pas, je crois qu'il y en a 1200. Enfin, c'est vraiment assez énorme. Donc, on part quand même sur un certain type de label. Un des plus connus, c'est le label F-Énergie. Dans le logement, on est pas mal aussi sur le NF Habitat, qui est une norme qui permet de calibrer un peu, pas qui rassure, mais qui permet aux clients d'aller assez rapidement, de savoir ce qu'il y a sous cette norme-là. Et puis après aussi, il n'y a pas que le logement, hein, il y a aussi le tertiaire. On va travailler avec d'autres types de labels qui tiennent en compte toutes ces normes environnementales. Mais les F-Énergie, c'est la plus connue, et F-Énergie Réno ou F-Énergie Neuf. Et tout à l'heure, je vais revenir aussi, par exemple, quand tu parlais des huisseries et tout ça, tu parlais du label Qualibat, pour, on va dire, plus les menuiseries. Est-ce que tu peux définir un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas? Le label Qualibat, c'est pas lié à... Enfin, c'est les professionnels, hein, qui sont estampillés RGE ou Qualibat. Après, derrière, clairement, les menuiseries, on le sait aujourd'hui tous. Comment? Oui, triple vitrage, double vitrage, bois alu, donc que bois, PVC, tout ça est calculé. En fin de compte, c'est aujourd'hui, on a dans tout projet, à part peut-être en effet pour un particulier où là, il va faire confiance à une entreprise qui elle-même a de l'expérience, on modélise en fin de compte l'ensemble des données pour faire en sorte de sortir quelque chose. Dans ton métier, Agnès, l'interlocuteur le plus important, c'est le bureau d'études finalement. Parce que c'est quand même lui qui va faire les calculs et qui va, entre guillemets, s'engager sur... où est-ce qu'on doit arriver dans cette réhabilitation-là ou dans cette construction pour assurer le propriétaire, occupant ou bailleur, de ce qu'il va acheter. Donc aujourd'hui, je pense que le choix du bon bureau d'études, en tous les cas, il y a des bureaux d'études qui sont aussi spécialisés en réhabilitation. Voilà, ça fait aussi une différence et une protection. Moi, c'est ce qui m'importe pour celui qui achète le bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Avant de passer à la conclusion, est-ce que vous auriez des choses où vous aimeriez qu'on revienne un peu dessus, des choses qu'on aurait peut-être oublié d'évoquer durant ce podcast? Non, ce que je peux juste expliquer, c'est que aujourd'hui, ces nouvelles normes, elles sont cruciales, primordiales, c'est important ce virage. C'est compliqué pour les professionnels parce que ces fameux modèles mathématiques sont très très complexes à mettre en œuvre parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses qui viennent s'additionner et qui sont vraiment complexes. Donc voilà, c'est pas une tâche facile. On sait que on est en plus dans une conjoncture où il faut à la fois tenir compte de cela, mais à la fois tenir compte des problématiques financières de chacun. Donc on va de l'avant, mais voilà, c'est pas forcément évident. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on est bien accompagné, que ce soit par les professionnels qui conseillent sur l'investissement ou par les professionnels qui construisent ou réhabilitent les logements, on a une certitude de pouvoir arriver à ses fins. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cadre de jeu a changé. Oui, hier, je pouvais emprunter 250 000 €. Aujourd'hui, je peux emprunter 180 ou 200 000 €. La bonne question à se poser, c'est où est-ce que je dois investir avec ce nouveau cadre de référence. Mais si on est bien accompagné et qu'on a affaire à des vrais professionnels, et les promoteurs aujourd'hui le sont, les gens qui font de la réhabilitation le sont aussi, on a quand même une certitude de pouvoir développer son patrimoine avec l'argent des autres, puisque c'est l'argent de la banque, donc c'est quand même intéressant. Il y a des encouragements fiscaux également qui sont là. Tous les travaux qu'Agnès évoquait tout à l'heure sont des choses qui sont déductibles aujourd'hui pour
pour le propriétaire investisseur. Donc, c'est des choses qui sont quand même, on va avec ces impôts, pouvoir réhabiliter des logements, mettre des logements sur le marché qui correspondent aux dernières normes. Et on s'y retrouvera également à la fin. Hier, on ne compare déjà pas une copropriété de 1980 à une copropriété de 2010. Demain, on ne comparera pas une copropriété de 1980 totalement rénovée avec une copropriété de 2020 ou 2025. Donc le virage, il est pris et c'est important d'être bien accompagné sur le conseil et bien accompagné aussi par les professionnels dont le savoir-faire permet aujourd'hui de mettre des logements adéquats sur le marché. Et surtout que dans l'avenir, du coup, il y aura, comme tu disais, une évolution vis-à-vis de ça. Et il faut toujours faire un peu cette veille, du coup. Aujourd'hui, un agent immobilier, quand il décroche son téléphone sur un appel entrant, la première question, c'est où est-ce que se situe l'appartement que j'ai vu en annonce? Première question. Hein, voilà, aujourd'hui, on fait ce podcast à Lyon. OK, j'ai vu votre annonce pour cet appartement dans le 7e. C'est où dans le 7e? Première question. Deuxième question, c'est quoi le DPE? Voilà, ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous apportez n'importe quel agent IMO. Le DPE, c'était un document obligatoire pour acter le lot chez le notaire. Ça, ce virage, il est totalement changé. Donc nous, à la fois, les professionnels doivent s'adapter pour construire et livrer des logements qui correspondent aux attentes. Et nous, en tant que conseil, puisqu'on est là pour conseiller les investisseurs, on doit éclairer leur lanterne sur qu'est-ce qu'un bon investissement aujourd'hui. Et un investissement immobilier, il faut aussi apprendre à l'arbitrer. C'est-à-dire que j'achète un bien. Si mon projet, c'est de préparer ma retraite, peut-être que je le garderai pour un complément de revenu. Mais peut-être que je vais sortir aussi de ce projet. À un moment donné, je vais le revendre. Donc, toujours se poser la question de qu'est-ce que j'achète et est-ce que ce projet-là, je le revendrai facilement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, il faut anticiper le fait que ce logement soit toujours cohérent sur son marché d'aujourd'hui et son marché de demain. C'est ce qu'on anticipe aussi, nous, de notre côté. Et donc, merci beaucoup. En tout cas, il y a vraiment cette vision sur tous les investissements qui vont être faits aujourd'hui. C'est une vision sur le futur, l'avenir, et c'est important d'avoir cette visibilité du coup. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. Ça a été très intéressant et très instructif. Je pense que beaucoup de personnes, grâce à vous, du coup, voient mieux et pourront mieux appréhender l'investissement immobilier. Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci du coup à nos invités de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour continuer ces podcasts. Vous pouvez retrouver en description tous les liens qui ont permis l'écriture et sur les datas de ce podcast. Vous pouvez également laisser du coup vos commentaires. Si vous voulez des prochains invités ou des sujets sur lesquels vous voulez que nous revenions pour les prochains podcasts, n'hésitez pas, nos équipes pourront vous répondre. C'était 41 mètres carrés. Merci à tous et très bonne journée.